Allez, on attaque aujourd'hui. Entretien avec Jackie Vergna. Donc Jackie, tout d'abord, merci de nous recevoir. Ben avec un plaisir. C'est quand même pour moi une fierté d'être reçu chez. Il faut pas l'oublier, il faut le dire, même si ton ego, mais bon, hein, quand même un des 20 meilleurs buteurs de l'histoire de la première division. Avec plus de 150 buts en première division. Ouais, voilà, mais en fait, moi j'ai fait 428 matchs et j'ai mis 225 buts. Alors ça fait un but tous les 2 matchs. J'ai joué. Quand j'ai démarré au Somme de Montpellier, j'avais 18 ans, j'étais junior, 17 ans et demi. Quand j'ai joué au Somme de Montpellier, donc j'avais 17 ans et demi, j'ai démarré, c'était 65-66. Puis après je suis parti au Ressart à Paris. 68 pendant les pavés. J'ai pas pris de pavés sur la gueule, mais enfin heureusement. Et comme nous, le Restart, c'était Saint-Ouen, c'était un peu isolé de la capitale. Hein. Et c'est là que j'ai joué en première division, après que j'ai connu, je rentrais dans le système. Quoi. Et voilà, puis après tout est parti de là. Et je crois que j'ai fait une bonne carrière. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, avant de parler de tout ça, on va revenir au début. Oui. Donc tu es natif de Magalas, si je me trompe pas. Voilà, dans les rôles. Et ensuite, donc tout jeune, tu arrives à Sata. Oui. Et comme je t'ai dit hors caméra, tu allais te faire coiffer chez Dominica, voilà. en bas de la mairie. Ah, complètement. Quel souvenir tu gardes de ça, sans parler de football pour le moment, de cette enfance sétoise? Ben, l'enfance sétoise, moi, il y a un truc que j'aurai tout le temps dans ma tête. Il y a l'Esplanade centrale. Tu connais l'Esplanade centrale? Bien sûr. L'Esplanade centrale, c'était interdit de jouer au football. Voilà. Et nous, on jouait, alors il y avait le club des frites. Ouais, c'est là le club des frites, voilà. J'ai pas connu, mais. Voilà, le club des frites. J'ai vu des photos. Alors, chaque fois qu'on arrivait, tous les copains, on était une quinzaine, des fois une vingtaine, des fois. Et on faisait un match, donc là, avec le grand théâtre qu'il y a, et de l'autre côté, on passait entre les bancs, on passait entre les arbres, on passait où on pouvait. Et par contre, on avait un garde national, c'était interdit de jouer au football. Alors quand des fois il venait, il prenait le ballon, il le mettait dans tu as des cabanes, il y avait des cabanes vertes à cette époque-là, du gardien, il mettait le ballon dedans. Alors ça fait que nous, on s'asseyait sur les bancs, on attendait. Et quand lui il partait ailleurs, et il laissait toujours la fenêtre ouverte. Non, mais en plus il le savait. Il le savait parce que c'est la mairie qui lui disait de le faire. Donc il le savait. Il nous prenait le ballon, il le mettait là, et nous on repassait par la fenêtre, on reprenait ce ballon et on recontinuait à jouer. Et moi c'est un souvenir inoubliable parce que c'était il nous estimait beaucoup, quoi, je veux dire. Il nous disait c'est interdit, ouais, c'est vrai que c'était interdit. Il y avait des femmes avec des enfants qu'il fallait respecter aussi. Mais nous, ça a été un peu le départ de ma vie footballistique. Alors, la logique aurait voulu que tu signes au glorieux FC7, et pourtant, ça ne s'est pas fait. Est-ce que tu peux nous raconter ces anecdotes qui ont fait que... Les anecdotes, c'est tout simplement, moi, quand j'étais gamin, que j'avais 10 ans, mon père avait été voir la Folle à cul de 7 en disant qu'il voulait que je signe là-bas. Et puis après, donc ça s'est pas fait. En plus de cette époque-là, on ne faisait pas des essais. Hein. C'était un peu comme ça, quoi. Et mon père, comme tous les pères, disait mon fils, c'est le plus fort. Comme tous les pères. Et c'est vrai que le Folle à cul de 7 m'a refusé. Je dis bien le mot, refusé. Quels ont été les motifs Les motifs, c'est que tout simplement, j'avais pas la valeur pour eux, alors qu'ils ne me connaissaient même pas, par des gens qui n'avaient jamais joué au football de leur vie, et qui se permettaient de dire que j'avais pas la valeur. Alors la valeur, à cette époque-là, c'était qu'il y avait, je suis désolé de dire ça, mais il faut le dire, il y avait le riche, le pauvre. Et moi, j'étais un enfant de pauvre, et que je suis toujours d'ailleurs, mes parents sont décédés, mais qui étaient toujours. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, le Folle à cul de 7, pour jouer au Folle à cul de 7, il fallait avoir une référence, mais pas footballistique, hein. Une référence du père, de trucs, tu vois, qui sont un peu bref. Tu penses que c'est une certitude, ça, au jour d'aujourd'hui? Ah oui, ouais. Ah oui.
Et par contre, bon, ça tournait un peu la politique, quoi. Tu sais, à cette époque-là, on parlait moins de la politique que maintenant. Mais en fait, le maire actuel, qui était, je crois qu'il était de droite, je ne me rappelle plus qui c'était, mais en fait, tout tournait autour de ça, là. Et puis après, un jour, il est arrivé un garçon qui s'appelle Paulo Biescaman. Et Paulo Biescaman, quand il est venu, il nous a fait sur l'Esplanade centrale, où il nous voyait jouer au football. Un jour ou l'autre, alors, il y avait le Cristal, c'est le bar Le Cristal qui était au-dessus. Et puis un jour, il nous a dit, quand on a eu joué, il nous a dit, si vous voulez, ben, on se rencontre après là, et si vous voulez, alors voilà, j'aimerais faire un club à 7. Alors nous, on était gamins, ben, nous, je veux dire, on disait entièrement d'accord. Et puis par contre, puis petit à petit, ça s'est un peu engrené avec des gens qui étaient très compétents, très très compétents, des gens un peu de tous les milieux, hein, on a fait ce club, le Cristal de 7. Et puis après, on est parti de là, et puis après, il y a eu une évolution considérable. Après, il y a eu beaucoup de jeunes joueurs qui étaient talentueux, qui sont venus chez nous. Et tout ça pour dire qu'en cadet, par exemple, on a été champion du Languedoc et gagné la Coupe du Languedoc. Et on avait gagné donc ces deux championnats contre le Follow-up de 7. et là, tu ne peux pas savoir comme on était heureux. On était heureux de dire que... Romain Richard. Voilà, on est complètement. Il faut le dire. Complètement, exactement. À juste titre aussi d'ailleurs. Exactement. Et la finale de Coupe Languedoc, on avait gagné 8-1, je crois que c'était contre Fabrègues à cette époque-là. J'avais marqué 6 buts. Et c'est de là que le Somme, l'ancêtre de Montpellier, le Somme de Montpellier, comme j'avais marqué autant de buts, après contact avec mes parents, hein, à cette époque-là, le portable, ça n'existait pas. Hein, voilà. Donc après, je suis allé voir j'étais au Somme de Montpellier. Le Somme, c'était Archambault. Le président, c'était le père Archambault, qui avait des trucs à Bouzigues, qui avait le restaurant, hôtel. Et puis il y avait Jean-Claude Archambault, avec qui j'ai joué. Que j'ai interviewé aussi il y a quelques années. Ouais, et avec Jean-Claude, on jouait tous les deux. On a joué au Somme de Montpellier, donc il avait 10 ans de plus que moi. Moi j'avais 18 ans et demi. Et puis on a joué là avec en plus ça s'est très bien passé, puis c'est là qu'on a été un peu remarqué. Et après il y a eu la fusion entre le Somme, moi j'ai marqué pas mal de buts, et c'est là que j'ai été vu par le Restart à Paris, et que bon, toujours pareil, il passait par mon père, ce qui était normal. Hein. Et puis après voilà, je suis parti au Restart à Paris avec Pierre Bernard qui était gardien de but. Et c'était un super joueur. Et il y avait Farias aussi en attaque. Oui, Farias, là-bas. Alors quand je suis arrivé à Paris, moi, j'étais jamais sorti de 7. Et c'est vrai que je me suis trouvé dans un monde, pour moi, qui était énorme, parce que j'étais tout seul. Et puis quand je suis allé donc au Restart, j'avais l'hôtel qui était juste, qui touche le stade, où on était 3 ou 4 joueurs. Bon, bien sûr. On nous payait la chambre, heureusement d'ailleurs. Et puis c'est là que j'ai connu les messieurs Farias, les Mani, les Lodonche, les Pierre Bernard, des grandes stars de football. Et que tout d'un coup, quand tu te retrouves là, parachuté là, alors en plus, bon, j'allais à tous les entraînements avec les pros, mais on aurait dit que j'étais leur fils, quoi. T'avais pris sur la rêve. Ah ouais, s'il m'avait donné la main, c'était mon père et moi c'est pareil, quoi. Et c'est vrai que bon, j'ai eu d'abord j'ai été reçu royalement par les joueurs, d'une part. Et puis je crois que José Farias, entre autres, qui s'était rendu compte de ma valeur. Après avec l'entraîneur, c'était Villanova, je crois, l'entraîneur. Puis voilà, puis José il a dit à l'entraîneur, moi Jackie, il faut me la mettre à côté de moi, on va la mettre en pointe, moi derrière, je vais faire une belle balayeur là. Et puis voilà, tout est parti de là, puis après on a fait une bonne saison. Moi j'ai fait une très bonne saison pour les matchs que j'ai fait, les buts que j'ai marqués. Et puis après tout est parti de là, quoi. Après j'étais pendant une saison professionnelle. Du Restart, je suis venu à Nîmes Olympique, et quand on a joué, alors ça c'est quand même qu'il faut bien écouter. Un jour on a joué contre Nîmes Olympique avec le Restart. Avant le match, il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Kader Firoud. Avant le match,
Et ce monsieur, très gentiment, il me prend par le bras, il me dit, écoute, moi j'avais 18 ans, 18 ans et demi, bon, je l'ai écouté, il m'a dit, voilà, écoute-moi, tu es d'où toi? Ben, de Béziers. Ah, il me dit tout quoi, ben, en rigolant quoi. Et puis il me dit, écoute-moi, on venait de les battre à Nîmes 2-1, j'avais marqué les 2 buts. Et Kader, il me dit, écoute-moi, là, maintenant, là, l'année prochaine, tu vas signer à Nîmes Olympique. Et dans l'année, tu vas être meilleur buteur français et tu vas être international, si tu viens à Nîmes Olympique. Moi, j'avais 18 balais, j'étais comme ça. Quand on te dit un truc comme ça, ça prouvait que j'avais au moins de la valeur, Et puis je suis venu à Nîmes Olympique, et puis l'année après j'étais meilleur buteur français. Après devant moi, il y avait des, comment il s'appelle, je ne me rappelle plus, enfin, 44 et 42 buts. Scoblar et Keita. Voilà. Et c'est vrai que moi j'étais juste derrière avec que mes 28 buts. Mais enfin voilà, tout est parti de là, et puis... Alors si je te coupe, est-ce que, au moins du Red Star, j'ai lu que tu étais aussi plus ailier qu'attaquant? Ah non. C'est faux? Ah non. Et après, moi j'avais lu que Kader Firoud, tu avais surtout vraiment lui replacé avant-centre. Hein? Non. C'est pas vrai tout ça. Non, moi j'étais toujours un numéro 9. D'accord. Toujours. Moi je voulais marquer des buts. Mais tu peux jouer numéro 10 et marquer des buts. Tu peux jouer numéro 7 marquer des buts. Numéro 11 marquer des buts. Mais moi je voulais l'axe. Parce que dans l'axe, je m'étais moi décrété un truc de me dire que dans ma tête, je me disais, à la tête, t'es quand même bon. Et je prenais des ballons à la tête à des garçons qui étaient beaucoup plus grands que moi, parce que c'est le timing, puis il te faut monter au bon moment. Je veux dire, tu sais, quand on dit un bon joueur de tête, moi je me rappelle, il y avait Gerd Müller, 1m74. Il prenait tous les ballons à la tête. Pourquoi? Parce que... il avait le timing. Voilà. Il avait le timing, il voyait partir le ballon, il montait au bon moment, et quand le ballon arrivait, il était là. Alors que tu avais des joueurs qui faisaient 1m90 ou 2 mètres, qu'ils sautaient avant, ils tombaient après, mais je veux dire, bon, ils ne touchaient pas le ballon. Et moi, Gerd Müller, c'était... ton modèle? Ah ouais, complet. D'abord, moi, on était... À cette époque-là, je devais faire 1m78 ou à peu près, ou un peu comme lui, là. Mais où j'étais vraiment subjugué par lui, c'était les buts qu'il a marqués. Il a marqué des buts du pointu, du talon, du crampon, du tibia, du genou. C'était un renard des surfaces. Non, complètement. Et lui, tu vois, c'était d'abord ma grande idole, hein. Mais c'est vrai qu'il m'a prouvé que, comme quoi tu peux marquer des buts, c'est pas de faire une reprise de volée que tu vas mettre une lucarne. Quand ça arrive, c'est magnifique. Et je veux dire, moi je me rappelle de lui, pendant les coupes du monde que je l'ai vu, il a mis des buts qui étaient un peu foireux. Des fois, le ballon, il tapait comme ça, il allait juste après la ligne, il y avait but. Voilà. Et voilà, voilà. Après j'ai fait mon circuit de club pro. Hein. Alors attends, on va rester sur le niveau olympique, mais c'est quand même le passage marquant de ta carrière. Hein. Ah oui, complètement. J'aimerais que tu me parles de Jean-Pierre Adams. Ça fait récemment 39 ans qu'il est dans le coma. Depuis 82. C'est ça. J'ai lu d'ailleurs récemment sa biographie. Il y a un extrait où tu parles dedans et que tu évoques une anecdote assez rigolote où vous étiez à l'époque sponsorisé par Cacharel. Oui. Et que chaque fois que vous faisiez un déplacement, vous faisiez croire que vous étiez un groupe de musiciens ou je sais pas quoi. Exactement. Hein? Exact. Non, mais là, s'il y a beaucoup à donner dedans. Alors moi, Jean-Pierre, pour moi, c'est un frère. C'est vrai que lui, il est noir, moi, je suis blanc. Et je veux dire que... Et moi, Jean-Pierre, on est arrivé à Nîmes en même temps. Quand il a signé à Nîmes, il était avant-centre. Oui, tout à fait. Il faut bien le dire, Ah. il était avant-centre. Et quand moi, je suis arrivé du Red Star, où je marquais des buts, et lui, il est arrivé de Fontainebleau. Et quand il est arrivé donc, là à Nîmes, bon, on a fait connaissance, bien sûr. Puis après, Kader, il l'a vu une paire de fois, on a fait des entraînements, on a fait des matchs entre nous, on a fait des trucs. Et un jour, Kader, il dit, écoute-moi, toi, t'es plus 9. Toi, tu es 4 ou 6, défensif. Et je te verrai bien défensif. Et puis après, on a fait des matchs amicaux. Et des matchs amicaux où Jean-Pierre a joué stopper avec Henri Gauger, qui joue libéraux.
Et c'est vrai qu'il a eu, ça a été, pour lui c'était extraordinaire. Mais enfin, Jean-Pierre, pour moi, après on partait en vacances ensemble avec nos enfants. On a les enfants, lui et moi j'ai mon aîné et la seconde qui ont Grégo et Laurent de lui, bon, qui ont pratiquement le même âge. On habite au chemin bas d'Avignon. En plus c'était sublime parce que c'était les supporters qui étaient là. Alors, des fois, moi j'habitais, quand on habitait à 200 mètres, même pas, à 150 mètres l'un de l'autre. Là. Et puis donc après il est parti à Nice, moi je suis parti, je sais pas où, mais bref. Et bon, j'aime bien, quand il est arrivé ce truc-là, c'était... Comment tu as appris la nouvelle d'ailleurs? Ben, j'ai appris la nouvelle comme beaucoup, et quand je crois qu'il y a eu un stand-by pendant un certain nombre de jours pour comprendre, parce qu'avant, en 82, c'était pas comme maintenant. Maintenant, tu appuies sur des boutons, puis on va te dire que... Et Jean-Pierre, ils se sont trompés avec un garçon, d'après l'historique, ils se sont trompés avec un blanc de chez blanc et que lui, il est noir de chez noir. Alors, c'est une infirmière stagiaire qui a mal géré les... Si c'était éventuellement de blanc, tout en étant, je ne suis pas raciste du tout, en plus, comme je dis la vérité vraie, comme me dirait l'autre. Et Jean-Pierre, on l'a confondu avec un autre, et on l'a anesthésié avec un anesthésie qui n'était pas pour lui, ça allait monter au cerveau, et puis partant de là, depuis 82, Jean-Pierre, il est dans un coma profond. Est-ce que, à l'instar de Michel Mézy, qui ne l'a jamais revu car il veut garder une bonne image de lui, est-ce que toi moi, tu t'es toujours refusé de le voir? Oui, à Bernadette, je l'ai vu au départ. Jean-Pierre, quand il était, tu sais, quand il y a un truc, maintenant ça m'arrivait à moi, je touche du bois, ça m'arrive à moi, mais tout d'un coup, tu as mon physique. C'est au bout de quelques mois que mon physique va diminuer, et c'est là que tu te rends compte de l'ampleur du truc. Là. Et Jean-Pierre, on le surnommait la bête. La bête, parce que Jean-Pierre, quand il prenait un avant-centre, il te montait sur le dos, enfin bref. Tout ça pour dire que c'était, et tout d'un coup, quand tu vois ce garçon avec... enfin, pour moi, il était en pleine... enfin, sur le terrain, tu le sentais, il courait de partout, il sortait de partout, et tout d'un coup, on te dit qu'il arrive cet accident. C'est pas incroyable. Hein. Et tout d'un coup, après, il a dépéri. Il a dépéri, ce qui est normal par rapport à l'accident. Et quand il a dépéri, que moi, en plus, à Codonian, quand Bernadette a trouvé la maison, je crois que c'était nous, les anciens, qu'on avait trouvé un peu cette maison pour Jean-Pierre. Et puis après, à Bernadette, j'ai dit, écoute, j'espère que tu ne m'en voudras pas, mais moi, Jean-Pierre, pour moi, c'était mon frère le plus haut. On fait une pause si tu veux. T'inquiète pas. Si on aborde une période plus joyeuse du Nîmes Olympique, donc comme tu le dis, c'est là où tu as été révélé aux yeux du grand public en tant que grand buteur. Oui. Tu as connu aussi la Coupe d'Europe avec le Nîmes Olympique, notamment contre Setúbal et les Grasshopper Zurich. Oui. Mais c'était l'époque, malheureusement, hormis les Verts de Saint-Etienne, où les clubs français avaient plus de difficultés en Coupe d'Europe. Quels sont quand même les souvenirs que tu gardes de ces aventures européennes, même si elles ont été courtes? Européennes, de toute façon, nous on savait qu'avec l'équipe qu'on avait, on ne la gagnerait pas au départ, parce qu'il faut être logique dans la vie. Quand tu es le Bayern de Munich, Manchester United, quand Arsenal, quand on ne va pas tout décider. Et quand tu rentres dans ce noyau, déjà, d'y rentrer, c'est phénoménal. D'y rentrer. Parce qu'en plus, le club est revalorisé par rapport à sa valeur. Et en plus, nous, les joueurs, quand tu joues en Coupe d'Europe, c'est la Coupe d'Europe. Et puis après, tu es réparti dans la chaîne européenne, tu vois, de gens qui cherchent des joueurs, entre autres. Comme moi, j'avais failli, pendant je ne sais pas combien d'années, je devais aller à Arsenal, parce que Arsène Wenger, que je connaissais bien, que j'avais joué à Strasbourg, qu'on a été champion de France. Et c'est vrai qu'après, tu vois, quand tu rentres dans ce truc-là, d'abord tu apprends, pour un joueur, tu apprends plein de trucs. Là tu te dis que tu te rends compte que les joueurs que tu as en face de toi,
c'est de grands joueurs, c'est des bons. Et après, tu te dis dans ta tête, si tu n'es pas trop bête, que tu te dis pourquoi pas moi. Alors, c'est vrai qu'après, ça t'incite un peu à travailler normalement ce qu'il faut faire pour mettre ta valeur sur le tapis, quoi. Et c'est vrai que tu côtoies des gens qui sont en admiration presque. Moi, j'avais joué contre le Bayern de Munich en amical, et moi, pour moi, Gerd Müller, ça a toujours été mon idole. Et j'avais un maillot de lui signé par lui, et c'est vrai qu'il m'avait fait un petit mot. Et tout ça, je ne sais pas, c'était un déménagement, je crois que, je ne sais pas s'il n'est pas perdu, ou je ne sais pas si c'est pas ma fille qui me les a appris, des trucs comme ça. Mais bon, mais c'est vrai que la Coupe d'Europe, c'est l'étage au-dessus. Quand tu dis, par exemple, à cette époque-là, on a connu le contre-attaque. Le contre-attaque, c'est nous qui l'avons fait. C'était en 74, en 78. Un peu plus tôt, non? Ouais. Non, enfin bref, peu importe. Et c'est vrai que quand il y a eu le contre-attaque, avec Philippe Pia, qui était président du NFP, entre autres, et nous, les joueurs, bon, on faisait des réunions à Nantes, à Nice, un peu de partout. C'est là qu'on a un peu réhabilité le football. Et voilà. Et à cette période-là, donc, tu connais ta seule et unique sélection en équipe de France, ce qui paraît quand même assez étrange vu tes qualités affichées tout au long des années. Ouais. Et j'ai retrouvé la feuille de match, c'était mercredi 8 septembre 71, Norvège 1, France 3. C'était hier. Commenté par Michel Drucker à la télévision. Oui, oui. Et je vais te donner le 11 de l'époque avec qui tu avais joué. Donc il y avait Georges Carnus, Ouais. Jean Djorkaeff, Jacques Novy, Bernard Bosquier, Jean-Paul Rostani, Henri Michel Mézy, Georges Beretta, Bernard Blanchet, Georges Lèche qui était rentré en cours de match, Ouais. Jacques Ivergne et Charlie Loubet. Et donc une sélection, un but. Et comment tu expliques que ce soir était là, quoi? À cette époque-là, Boulogne, qui était le sélectionneur. C'était le sélectionneur. Lui, il avait un schéma type dans sa tête. Il avait déjà un noyau dur de joueurs. À cette époque-là, Saint-Étienne dominait le football français. Qu'on le veuille ou non, moi je dis que Saint-Étienne, à cette époque-là, c'était le top du top. Et Hervé Revelli, qui était joué à 20 ans, puis en plus, il ne faut pas lever sa valeur non plus. Hein. Aussi, ouais. Quand il jouait en équipe de France, il marquait des buts. Quand il était à Saint-Étienne, il marquait des buts. Moi, j'étais le remplaçant de Revelli. Et c'est vrai que, bon, quand tu es remplaçant d'un garçon comme lui, tu te dis, bon, tu ne vas pas trop jouer. Et puis un jour, Hervé, il s'est blessé, on jouait à Nantes contre l'URSS. Et quand il y a eu la composition, alors on a fait le stage à Saint-Malo, comme toujours. Et tout d'un coup, quand Boulogne a dit l'équipe qui allait jouer, il m'a pas mis, et il a mis un garçon qui jouait ailier, je ne me rappelle plus de son prénom, il a fait jouer ailier, et il m'a pas mis à moi. Et tu as des explications? Non. Tu n'en as pas souhaité? Non. Ah si, j'ai demandé. Et il m'a dit que pour le système de jeu des Russes, il fallait passer sur les côtés, que celui qu'il avait mis, là, je crois qu'il jouait à Nantes ailier, il n'a jamais joué à 20 centres, et puis il l'a mis à 20 centres, donc c'est moi qui devais jouer. Et là, j'ai pris un grand bout de vieux, parce que je me suis dit, putain, tu te prépares pour être le remplaçant d'Hervé, parce que Hervé, pour moi, il était titulaire indiscutable de l'équipe de France. Et quand tu penses que tu vas jouer, tout d'un coup, on te dit que c'est pas toi qui joues, c'est l'autre, et l'autre qui joue ailier. Et puis à l'arrivée, je crois qu'on avait perdu, il me semble qu'on avait perdu 2-1, un truc comme ça, quoi. Et ça m'avait vraiment démoralisé. Après, j'ai joué en espoir, j'ai fait pas mal de matchs en espoir, j'ai joué à l'équipe de France B. Tu as marqué un but aussi. Voilà, on a joué 3-4 matchs en équipe de France B. Mais après, c'est vrai qu'en rentrant en équipe nationale au poste que moi j'avais, avec Hervé Revelli qui joue à 20 centres, et que monsieur Hervé Revelli, qui a marqué beaucoup de buts, qui méritait la place de 20 centres en équipe de France, et voilà, tu ne souhaites jamais qu'il se blesse, parce que après, tu te dis s'il se blesse, non, jamais de la vie. Moi, j'étais très heureux pour son remplaçant, c'est tout, quoi. Alors je vais te citer une citation justement que je la retrouve de Ivan Kurkovic. Ah ouais. Par contre, là, je vais te dire deux mots.
Alors écoutez la citation, je pense que tu la connais aussi. Oui, En parlant de toi, oui. ce n'était pas le meilleur, ni celui qui m'a marqué le plus de buts, mais il a été l'un de ceux qui m'ont mis le plus en difficulté. Un costaud qui jaillissait toujours une seconde plus vite que moi. Alors moi, Auteur Kurkovic, déjà, Kurkovic. ouais, mais tu sais quand à des moments, tu as des joueurs qui te, dans ta tête, par exemple, quand je jouais à Nantes, il y avait le stopper que je connaissais, et je savais qu'avec ce stopper, je pouvais. Et des fois, c'était réciproque. Des fois, je me disais, putain, mais j'avais lu comme stopper, oh, quoi, il va bref. Et moi, Kurkovic, j'ai fait 3 triplés contre lui. 3 triplés contre lui. Notamment avec Laval. Voilà, avec Laval. Alors avec Laval, quand on jouait avec Laval, qu'on les a battus 3-1, j'ai mis les 3 buts. Et à la fin du match, et alors j'étais encore, je sortais à peine de l'œuf, hein, j'étais tout nouveau là. Il m'a pris par le cou, il m'a dit écoute-moi Jacques, il m'a dit écoute-moi petit, continue à faire ce que tu fais, tu vas devenir un grand joueur. Eh bien, je ne sais pas si j'étais un grand joueur. Enfin, ça fait plaisir d'entendre Monsieur Kurkovic, parce que c'était Monsieur Kurkovic, et il me disait, alors, et après, alors j'ai fait 3 triplés, au 3e triplé, avant le match, c'était avec, je ne me rappelle plus avec qui c'était, pour ça que si on avait eu des feuilles, tu les aurais eu pour le dire. Et c'est vrai qu'avant le match, il était venu me voir, il m'a dit écoute-moi aujourd'hui. Hein. Pas de but, hein. Aujourd'hui, pas de but. Hein. Ne m'emmerde pas, ou je sais pas ce qu'il m'a dit. 3 buts. À la fin de tes années nîmoises, tu rejoins Bastia, c'est ça? Oui. Pourquoi avoir quitté Nîmes et pourquoi avoir choisi Bastia? Ben, parce que j'ai voulu un peu m'élargir un peu sur le plan professionnel, hein, d'une part, puis en plus à Nîmes, bon, c'est pas que ça allait pas, au contraire, ça allait, mais tu sais, il vaut. Et pour moi, je sais qu'il fallait changer d'ailleurs, il fallait trouver. Nouveau challenge. Voilà, complètement. Mais par contre, moi je voulais un truc comme Nîmes. Et les seuls trucs comme Nîmes, c'est en Corse. En Corse, c'était Ajaccio-Bastia, et c'est un peu le tempérament. Là-bas, les Corses, moi j'ai joué 2 ans à Bastia, mais ça a été phénoménal parce que je me suis fait des amis, pas 50 amis, mais pas beaucoup d'amis, mais de grands amis. Et quand après je parlais souvent en vacances en Corse, quand j'allais les voir, les Giordani, les Franceschetti, enfin, je veux dire, je ne vais pas tous les citer, mais c'était, tu rentrais, tu devenais corse, quoi. Tout dépend comment on va le prendre, mais je veux dire que c'est quand même, la Corse, c'est des Français. À cette époque-là, il y avait eu Simeone, il y avait eu beaucoup d'incidents qui avaient eu, je ne vais pas les mettre sur le tapis, mais c'était devenu très, 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 très grave. Et là, bon, moi j'ai marqué pas mal de buts, même beaucoup de buts, et je suis rentré j'ai été considéré comme un Corse. T'as été adopté. Comme un Corse. Et c'est vrai qu'après, ils m'ont parlé, beaucoup de gens m'ont parlé en Corse, en pensant que j'allais leur répondre, alors que, par contre, quand tu fais des signes comme ça, tu comprends un peu les signes, mais là. Et après, chaque année, je partais au moins 2 fois en Corse, en vacances, parce que je retrouvais tous mes amis, tous mes amis de Corse. Et quand on se retrouvait, ils venaient chez moi après sur le continent. Mais j'ai eu avec eux, c'était vraiment exceptionnel. Alors, un mot aussi sur Claude Papy, qui est décédé à 33 ans d'une crise cardiaque en jouant au tennis. Quelles étaient tes relations avec celui qui reste à ce jour sûrement le plus grand joueur corse de l'histoire? Ouais, ben oui. Claude, c'était un maître d'œuvre. C'était un maître d'œuvre. Claude, il était. C'est un peu. Je vais être un truc pour pas faire rire les gens, mais je vais dire, c'était un Platini en mieux. C'était un Platini en mieux parce que Claude, il était d'abord footballistiquement parfait. Et par contre, sur le terrain, il parlait. Alors, je sais pas, Platini aussi devait parler, mais moi, c'est pas le même tempérament. Mais moi, Claude c'était. Quand il recevait le ballon, il levait la tête, il me voyait, il comprenait tout. Premier, deuxième au poteau, tu vois, retrait ou pas. Et Claude, il jouait presque au millimètre près, tu vois. C'est un garçon qui était très adroit, du droit et du gauche. Et surtout, tactiquement, c'était entre la défense et l'attaque, il était parfait. Parfait. Est-ce que tu es parti ensuite à Reims? Oui. Est-ce qu'avec le recul, après je ne sais pas comment s'est déroulé ce transfert,
Mais est-ce que tu ne regrettes pas d'être resté un peu plus en Corse Si. Et tu vas en venir avec la fameuse épopée européenne en 77-78. Ah si, parce que moi je suis parti de Corse parce qu'il y a eu un transfert. Dans ma carrière, j'ai jamais été libre. Jamais été libre, j'étais toujours sous contrat quand on m'a transféré. Et quand je suis parti de Nîmes à Bastia, ça avait été un gros transfert. J'ai jamais trop su le fond de l'histoire, parce qu'à cette époque-là, on nous disait ce qu'on voulait nous dire. Par contre, mon salaire avait quand même augmenté, il faut dire ce qui est. Et puis la Corse, moi ça me plaisait parce que le tempérament des Corses, c'était mon tempérament. C'est les gars qui rentrent à la moulure, tu vois. Et c'est vrai que quand je suis parti donc à Bastia, là-bas, je te dis, je vais me répéter, mais j'étais très bien. Tu sais, tu prends un avant-centre qui marque des buts, ben, il est idolâtré. Tu prends un avant-centre qui ne marque pas de but, il est sifflé. Alors moi, bon, et là en plus je jouais avec une équipe qu'on avait à Bastia, les Roland, je ne veux pas tout les citer parce que j'ai trop peur d'en oublier un qui me disent après qu'il va appeler Jackie. Tu m'as oublié. Et donc, après mes vacances, après j'allais en Corse au moins 2 fois par an, et puis j'avais encore un appartement en Corse que j'ai vendu après. Et moi, la Corse, ça a été sublime. Pourquoi être parti alors? Mais je suis parti toujours pareil. Après, il y avait le Stade de Reims. Alors, il y avait Carlos Bianchi. Ouais. Alors, Carlos Bianchi, il a dit à l'entraîneur du Stade de Reims, il a dit, moi, comme Reims voulait prendre un joueur, lui, il a dit au club, il a dit, moi, je veux prendre Jacques Hiverne. Parce que moi, je veux que lui, je veux jouer avec lui, qu'il se mette en pointe et moi, tourner autour de lui. Jouer 9,5. Et c'est vrai que, puis après, quand je suis allé au Stade de Reims, parce que c'était un transfert important, point de vue somme. J'ai jamais trop su, parce qu'on n'était pas instruit comme maintenant pour tout savoir. Mais quand je suis parti là-bas, je sais que Bastia avait pris 4 sous. Et quand je suis arrivé à Reims, alors donc j'ai connu Carlos. Carlos, c'était Monsieur Bianchi. C'était un génie. Bon, marquer des buts. Et en plus, c'était un peu. Il m'a rappelé Gerd Müller, tu vois. Le flair. Ah, ouais. C'était il savait quand l'action se passait là, il savait. Alors, jamais il se sprintait, quoi. Il était tout le temps en train de courir, comme ça. Et puis il accélérait, puis il arrivait, il te mettait un but. Et quand, lui, il voulait qu'on joue comme ça. Par contre, après, on a eu un entraîneur, Avellaneda. Alors, lui, il arrivait durant le Madrid, mais alors. Pour moi, bidon, 0. Il ne nous a pas maîtrisé à nous, joueurs. Et puis en plus, quand on joue avec Carlos, on s'est retrouvé en 4-4-2. 4-4-2, ça fait 4 milieux, 2 attaquants. Les 2 attaquants, alors on avait Santa Maria, qui était international argentin. Voilà, qui était international argentin. Il y avait l'Araignée aussi, non, c'était pas Oui, c'est ça, l'Araignée. Ouais. Mais après, on devait jouer en 4-3-3 avec Carlos. Et devant, sur le côté droit, une fois lui, une fois moi. Et puis après, on est parti. Bon, après, il y a l'entraîneur qui n'a pas été bon. Excusez-moi, hein, mais je dis la vérité comme elle est, quoi. Disons que c'est un entraîneur qui n'est pas arrivé à nous dominer footballistiquement. Et c'est vrai qu'après c'était un peu n'importe quoi. Alors, il y avait Marcelo Bourg, Cello. Alors, s'il me voit, Cello. Bonjour, ça c'est un mec, tu vois, dans ma vie j'ai joué avec des joueurs que j'ai connus, mais dans ma vie il y a un cas qui est sublime, qui s'appelle Marcelo Bourg. Marcelo Bourg, je l'ai connu au Stade de Reims, et il avait déjà 40 ans, et c'est un garçon qui était très bon. Bon, il y avait Christian Lodu qui était son remplaçant, mais enfin bon. Et puis Marcel, il avait 40 ans, et puis après on a très sympathisé tous les deux, et moi je l'adorais, c'était vraiment, à l'entraînement il mettait l'ambiance, il mettait des trucs, je veux dire, en plus, Cello de Saint-Tropez, mais avec lui c'était, j'ai découvert un grand monsieur. Et voilà, puis là en plus on était que des internationaux, il y avait Ravier international, Gravzik international, tu prends toute l'équipe des 11 qui étaient sur le terrain, tout le monde international.
Et pourtant, ça a été une saison mi-figue, mi-raisin sur le plan collectif. Ça n'a pas été bonne. Par rapport à ce qu'on aurait dû. Les qualités des joueurs. Enfin, complètement, on n'a pas été bon. Donc de là, après une saison, tu rejoins Laval. Ouais. Et Laval, je suis parti à Laval parce que Laval, c'était un club qui montait en deuxième, qui allait monter en première division, qui allait monter. Donc ils nous ont pris les Le Chantre, les Di Caro, les Moi, les Kérusoré, je veux pas, voilà, encore une fois que je n'oublie pas. Et c'est vrai que là, la première année, la première année qu'on a été là-bas, on pensait nous, avec l'expérience qu'on avait, qu'on allait faire monter le club. Et puis on est passé à travers. La première année, on est passé à travers, on n'est pas monté du tout. Et puis bon, on a fait une saison moyenne, je crois qu'on est fini troisième ou quatrième de deuxième division. Et puis après les joueurs, après c'est... Tu vois, je savais pas que tu étais allé au Stade Lavallois quand ils étaient en D2, je crois qu'ils étaient déjà en D1. Non, si, c'est nous en 81. Alors, mais... Et quand, puis après on a fait une réunion des joueurs, puis on a dit maintenant stop. Maintenant nous, on va monter en première division. Et puis en plus, on a fait une réunion, même plusieurs réunions. Et on a dit maintenant, on a les capacités, on a les joueurs, on a tout. Et même les gens qui venaient là. On faisait 10 000 spectateurs dans une ville de 30 000 habitants. Ah, le bassin. Et c'est vrai que la deuxième année, on est monté en première division. Moi, j'étais meilleur buteur, j'avais mis 19 ou 20 buts à Laval. Et puis en plus, on est monté, quoi. Alors tu as connu nombre d'entraîneurs mythiques quand même, tu as eu Kader Firoud, on peut dire que c'est ton mentor parce que tu l'as connu à Nîmes et à Montpellier à la fin. Complètement. Et Michel le Millénaire à Laval, qui a façonné le club avec le président Bisson quand même. Mais oui, moi tu as une photo sur Facebook en ce moment où je suis avec le président de Laval. C'est moi qui l'ai mise cette photo. Voilà, qui m'embrasse. Et lui c'est Besson, c'est le président qui était actuel. Mais bon, puis en plus de Laval, c'était le club amateur qui montait en pro. Et ce qu'il leur a fallu, c'est leur apprendre un peu comment c'est le professionnalisme. Alors ils ont pris des garçons comme Di Caro, comme Le Chantre, comme Prieto. Ignacio. Oui, Ignacio qui a été super. Et beaucoup de joueurs justement pour arriver à motiver toute l'équipe et surtout le club. Et quand on est monté en première division, c'était historique parce qu'un club de Laval, tout d'un coup qui arrive et qui monte en première division, et puis en plus ils n'ont pas fait rire après. Moi, je contre Kiev après, plus tard. Ouais, voilà, après moi je suis parti parce que je suis parti à Bordeaux, je crois, de là, il me semble. Mais à Laval, on a fait. C'était superbe. À Laval, tu avais les 4 pieds, c'était pour éclairer le stade, comme c'était avant, tu sais, des grands poteaux. Mais pendant le match, c'est piqué, il y avait 50 personnes à part piqué jusqu'à moi qui se tenaient, mais un truc de deux. Alors maintenant qu'on te dit avec la barrière. Et là, la barrière, elle n'était pas. Puis il y avait un engouement qui était exceptionnel, quoi. Moi, je me rappelle quand j'allais faire des courses en ville à Laval, j'étais idolâtré, quoi. Alors, et après Laval, ça a été Strasbourg, non? Oui. Ça n'a pas été Bordeaux, ça a été Strasbourg. Ça a été Strasbourg. Ouais, ça a été et Strasbourg. Après Strasbourg, Bordeaux. Voilà. Et à Strasbourg, tu as Gilbert Grèce qui a fait que tu es parti après quelques matchs en début de saison. C'est-à-dire que quand j'ai signé à Strasbourg, moi on était parti sur un 4-3-3 avec Gilbert Grèce, avec Tanter et Gemrich, cette époque-là, et moi un 4-3-3. Et puis après à l'arrivée, Grèce, il arrivait de Suisse, il était à Zurich, je crois, en Suisse. Et quand il est arrivé à Strasbourg, il a amené sa personnalité, bien sûr, il a amené son système de jeu. Et moi, j'ai senti de suite que je ne rentrais pas dans son système de jeu. Parce que Gilbert, ce qu'il voulait, il voulait tous attaquants, tous défenseurs. Ce qui est un peu normal. Mais moi, défenseur dans ma zone, je défends. Mais au-delà de ma zone, je ne vais pas prendre mon stopper s'il monte, je ne vais pas faire une course de 40 mètres alors qu'il va être pris par le milieu, par la défense. Je ne vais pas me taper ça, que si après il y a un contre pour marquer le but, il faut le centième de seconde pour mettre le pied pour marquer le but, quoi. Et c'est vrai que Gilbert, quand il est arrivé, il a un peu révolutionné le chapeau, M. Gilbert Grèce, parce qu'il a été champion de France. Il ne faut pas l'oublier. Et moi, avec lui, ça ne passait pas. Ça ne passait pas, je ne sais pas. Parce qu'il me disait, Jackie, tu ne défends pas assez, Alors ça, c'était
lui sur le terrain, il jouait 8. C'est-à-dire, c'est un garçon il était surtout défensif plutôt qu'offensif quand il jouait. Notamment l'OM. Et voilà. Et en plus, c'est un super joueur. On ne peut pas l'enlever les qualités. Mais moi, lui, c'est ça qu'il voulait. Il voulait que l'attaquant de pointe fasse un rôle, un maxi pour revenir. Et moi, je lui disais, si après il faut devant, il y a un contre, et que le ballon arrive, il me faut le 10e de seconde pour battre mon stopper, pour marquer le but. Alors, ouais, mais tu comprends. Et bien voilà, puis après, moi, avec ça s'est pas trop bien passé. Bon, puis je lui dis, en tant qu'homme, je lui dis un peu ce que je pensais de lui, tête à tête, mais oui, il fallait le dire. Et puis voilà, puis je lui ai dit, je crois que je me suis trompé. Enfin voilà. Et donc, après, il s'était mis, il a mis Tanter avant-centre. Et lui, il avait fait un truc qui était sublime. Il avait Gemrich qui jouait à gauche, Tanter avant-centre, et moi à droite. Alors que Tanter, il allait à 250 à l'heure. Et moi, j'allais 80 limités, comme on voit sur le retour. Et tout d'un coup, ben voilà, alors c'était, dans ma tête, je me disais, mais putain, mais ce mec, il comprend rien au football. Comment moi, que je suis un pur neuf, c'est pas pour ça que... Mais et tout d'un coup, tu me descends comme compétiteur. Et il avait fait ça uniquement pour m'apprendre à défendre. Alors après, il me disait, tu es responsable du couloir. Pour te dire un peu, tu vois, c'est un garçon, de toute façon, je vais encore le redire, mais M. Grèce, chapeau, champion de France. Et donc, on a été comme ça, puis à un moment, j'ai dit, écoute-moi, Gilbert, moi, ça va plus. Rien contre lui. Quand le mec, tu te rends compte, il arrive, son système de jeu, comme il faisait à Zurich, il faisait en Suisse, il arrive son système de jeu, ce système de jeu, il te fait un club qui était secondaire. Il faut même dire... il a façonné Strasbourg. Voilà. Et voilà, complètement. Et ce club, il te devient champion de France. Et éliminé l'année d'après par le Grand Ajax. En plus, mais tu te rends compte, pour historiquement parlant pour les supporters, en plus à Strasbourg, tu as des supporters qui étaient sublimes, extraordinaires. Alors j'aimerais que tu m'évoques deux joueurs que tu as côtoyés à cette époque, qui sont devenus deux entraîneurs avec des fortunes diverses, mais qui ont fait parler, qui font encore parler. Raymond Domenech. Ouais. Et Arsène Wenger. Mais Arsène, chapeau, monsieur. Chapeau. Est-ce qu'il avait déjà à cette époque la fibre d'un mec qui voulait entraîner ou pas? Ah oui. Ouais. Oui. Mais il était responsable du centre de formation à Strasbourg. Il a fait quelques matchs en pro, mais il a le titre quand même aussi des champions de France. Ah oui, il a le titre. Il n'a pas été. Il n'était pas. C'était pas un acteur majeur. Voilà, complètement. Et par contre, Arsène, c'est un garçon qui avait. Moi, quand il est parti à Arsenal, souvent il m'a eu appelé pour aller à Arsenal. Ça s'est pas fait parce que si j'ai vu, comme maintenant, ils ont tous des impresarios, ils ont tous des trucs. Alors que nous, quand on discute d'un contrat, c'était de face à face avec le président. Ouais. Tu me donnes, je te donne, tu me prends, je te prends, ben voilà quoi. Et là, par contre, parce qu'il m'appelait tous les jours, à cette époque-là, on avait que le fixe. Il m'appelait tous les jours, il me disait, Jackie, mais écoute, mais moi je te mets un prof avec toi, un prof d'anglais, et dans 15 jours, tu parles en anglais. Mais il avait raison. Mais moi, je sais pas. Et puis après, je crois que c'était le plus grand regret de ma vie sur le plan footballistique, parce que Arsène, il me disait, ton style de jeu correspond là-bas. Ça, ouais. Il disait, ton style de jeu, c'est notre style de jeu d'Arsenal, et c'est le style de jeu en Angleterre. À l'Angleterre, à l'avancante, il faut qu'il y ait un tampon, il faut qu'il sorte, il faut que voilà. Et c'est vrai que, alors après, je n'ai eu que des regrets. Après, malheureusement, après, je ne suis pas allé, et je n'ai eu que des regrets. Voilà. Enfin, moi, c'était le plus grand regret de ma vie. Ça. Un mot sur Raymond Domenech. Alors Raymond, c'est un garçon que j'adorais, moi. D'homme. En plus, moi, j'étais très. On était. Tu sais, dans le football, quand tu as 11 joueurs qui sont sur le terrain, tu as 20 joueurs. Avec les remplaçants, avec un peu tout. Et après, ça crée des clans. Moi, quand j'allais, par exemple, Domenech, il venait chez moi, j'allais chez lui, Dropsy, il venait chez moi, il venait chez lui. Tu vois, c'est pas tout le monde. Et ça crée des clans, mais des clans pas méchants, quoi, des clans d'amitié. Puis il faut se dire qu'on a tous des femmes. Puis il faut que les femmes s'entendent. Alors c'est vrai que. Et moi avec Raymond, il venait souvent manger chez moi, je l'ai mangé chez lui, c'est un garçon que,
avec un tempérament, je ne vais pas le dire parce que maintenant tout le monde le sait, quoi. Un tempérament de gagnant, un tempérament de gagnant. Moi je parle de lui en tant que joueur. Maintenant en tant qu'entraîneur, d'après ce que je vois, il n'a pas été mauvais non plus. Hein. Il n'a pas été mauvais non plus. Maintenant il est tombé dans la génération, tu vois, autant nous on avait une façon de faire, une façon de dire, qu'après il a côtoyé une génération c'est une nouvelle génération. Et comme lui, il avait eu des résultats, et beaucoup de résultats, après il a voulu s'imposer, tu vois, avec la nouvelle génération. À mon avis, c'est mon sentiment très perso. Hein. Et je pense que vraiment ça n'a pas marché parce que il a voulu en tant qu'entraîneur s'imposer, il avait raison, mais par contre c'est pas passé avec la nouvelle génération. Et après il y a eu l'histoire de Krishna, ouais. Afrique du Sud. Ouais. Et ça, puis après l'autre aussi, le téléphone qu'il y a eu à la station de ski, ou je sais pas où, là, il me semble qu'il y a eu une embrouille, enfin bref. Mais moi, mon Raymond, c'est un garçon que j'ai toujours sur le terrain. Alors, sur le terrain, il va aimer l'avoir avec toi que contre toi. Hein. Mais en fait, bon, pour moi, c'était un très bon joueur. En tant qu'homme, c'était mon ami, enfin, c'était un de mes amis. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais si on se revoit, je crois qu'on se fera une bise tous les deux réciproquement, parce que je l'aime bien. Puis après, bon, après le tempérament de chacun, ça les regarde. Et ensuite, tu finis à Bordeaux et à Montpellier, où tu retrouves, comme on l'a dit, Kader Firoud. Ouais. Et tu joues notamment avec les Gassé. Il me semble que tu côtoies même Gérald Passy qui débute. Hein. Oui, complètement. Moi, quand on est allé jouer avec Bordeaux, on est allé jouer au Parc des Princes. C'est le match fort. En plus de là-bas, il y avait Jean-Pierre Adams. Tu as bien quadruplé, non, ce jour-là? Stopper. Et il y avait Bâtonnet libéraux, il y avait Jean-Bion. Enfin, je veux dire, bon, ils avaient une grosse équipe. Nous, on va jouer à Bordeaux, avec Bordeaux. Et puis finalement, avec Gigi, Giresse, bien sûr. Et puis après, on s'est dit, on joue. Et on joue pour gagner. Et on a joué pour gagner. Alors, on les a battus 5-2. Quand il y avait 4-1 au score, je crois qu'il y avait ou 3-0, on fait 4-1, Gigi, c'est moi qui ai tiré les pénaltys avant ce match. Quoi. Et Gigi, il m'a dit, oh putain, écoute, t'as mis 3 buts déjà, toi, écoute, je le tire. Et il a tiré le pénalty, il a marqué, mais si c'est moi qui le tire, ça faisait 4. Et le 5e que j'ai mis après, ça aurait été historique. Et ça, tu vois, c'est... Sur le plan footballistique, c'est vrai que je l'avais dit avant, mais ça sur le plan réalisation, ça a été. Ça m'a pas traumatisé, mais presque. À ce point? Ah oui. Tu sais qu'après les gens, quand ils te disent putain, t'as mis 4 buts, et tu t'imagines ces mêmes gens qui te disent t'as mis 5 buts, 5 buts, mais 5 buts. Et contre Paris, 5-2, on a gagné. Et c'est vrai que bon, ça a été mon plus grand regret pour la conclusion de but. Alors tu as côtoyé dans cette D1 là, des années 60-70, tu as côtoyé des Paulo César, des Jairzinho, des Skoblar, des Magnusson, l'équipe des Verts, des Lyonis. Quel est pour toi le joueur qui t'a le plus marqué dans cette période? Si tu devais en sortir un, le plus impressionnant, le plus marquant, ça serait lequel? Skoblar. Ah ouais. Sans hésitation. Et Skoblar parce que d'abord il jouait dans une grande équipe, très grande équipe. Marseille à cette époque-là, 72 et le doublé. Voilà, il y avait Charlie Loubet, je ne vais pas tout citer, mais en fait il y avait une équipe Manusson, quand tu vois l'attaque Loubet, Skoblar et Manusson, et derrière, tu te dis, putain tu passes, fait bon. Et c'est vrai que moi le Skoblar, je l'ai adoré, moi quand j'ai fini meilleur buteur français, 28 buts et 27 buts, monsieur Skoblar et monsieur Keita, Skoblar, il avait 44 buts. Record toujours voilà. Et 42 buts Keita. Et l'année après, pareil. Il y a eu à quelque chose d'après, c'était pareil. Et moi, j'étais troisième dans les bas-fonds avec mes 28 buts et mes 27 buts. Mais par contre, je te dis, je ne regrettais pas. Mais c'est vrai que Skoblar, c'était un génie. Skoblar, et moi, je l'ai toujours comparé à Gerd Müller. Pas du tout le même style de jeu, quoique. Skoblar à la tête, il n'était pas terrible. Il n'a pas marqué beaucoup de buts de la tête, Skoblar. Mais par contre, alors, il avait une facilité des deux pieds. Droit-gauche, mais de la tête,
Contrairement à Gerd Müller, si tu retraces sa carrière, c'est un garçon qui a marqué beaucoup de buts de la tête pour 1m74. Et parce qu'il montait au bon moment. Et Skoblar, il n'a jamais été trop réputé pour ça. Mais par contre, après c'était le rêve. Et moi, j'ai failli y aller jouer à Marseille. À cette époque-là, et Skoblar, c'est Skoblar qui avait dit, au club, qu'il avait dit, moi j'aimerais avoir Vergne devant moi, comme je devais faire avant. Il m'a dit, moi, il se met en pointe et moi je balais derrière. Là, comme avec Carlos Bianchi. Voilà, pareil. Et lui il disait, moi je joue 9,5, mais je joue derrière lui. C'est-à-dire que moi j'allais au tampon, comme on nomme bien, quoi. Il commençait à les récupérer derrière moi. Et comme lui, en plus, il avait du droit et du gauche. Moi j'ai vu marquer des buts qui étaient fantastiques, sans prendre d'élan. Le droit-gauche, il te frappait le ballon à coup de pied, tu vois, ce ballon qui partait dans la lucarne, un truc comme ça. J'étais très admiratif de lui. Moi, c'était vraiment le type, le joueur qui jouait numéro 9, qui m'a le plus marqué. Qu'est-ce que tu es devenu à la fin de ta carrière? À la fin de ma carrière, j'ai eu la chance, moi, mais après, j'ai joué à la paillade pour la montée. Puis après, j'ai eu la chance d'acheter un hôtel. C'était des amis à mon père, qui avait un hôtel à Vande à Gigin, juste avant 7. C'est un hôtel qui faisait des mariages le samedi. Le samedi, tu faisais entre 300 et 400 couverts. Tu faisais 2 mariages avec des salles qui étaient équipées pour. Et j'ai démarré là. Et le propriétaire, il voulait vendre à quelqu'un qu'il connaissait. Et mon père, il connaissait très bien mon père. Et à mon père, il a dit, ton fils, qu'est-ce qu'il fait là? Il a dit, mon fils, il arrête au football. Alors il a dit, écoute, dis à ton fils de passer me voir et on discutera. Parce que moi, à cette époque-là, sport-études, ça n'existait pas. Moi, j'avais un certificat d'études en couleur. C'est-à-dire, j'ai redoublé 2 fois la 6e et je suis rentré dans une 5e spéciale à Victor Hugo. Et dans la 5e spéciale, on était une trentaine, mais il y en avait 28 qui étaient en prison et 2 qui n'étaient pas en prison. C'était 5e spéciale de 7. Et bon, et te dire pourquoi. C'est plus que spécial. Sur le plan intellectuel, non, mais. Et c'est vrai que, faire quoi? Parce qu'on ne gagnait pas des 5 000. Et c'est vrai que j'avais acheté une maison à Moguio, bien sûr, qui était à moi, avec la piscine. Et après je l'ai rencontré, ce garçon, cet homme, et il m'a dit, voilà, moi j'ai pas d'enfant, moi ce que je veux, mon hôtel, je veux le vendre à quelqu'un que je connais. Et il m'a dit, ton père m'a dit que tu cherchais, parce que moi je cherchais que l'hôtellerie, que je fasse de plus. Et il m'a dit, écoute, on se revoit, puis on s'est revus. Il est venu me voir à Moguio, j'habitais. Il m'a dit, écoute, tu me donnes ta maison, je fais l'hôtel. En plus, l'hôtel coûtait beaucoup plus cher que la maison. Mais lui, c'est un garçon qui avait des moyens. Et il m'a dit, il a vu ma maison, bien sûr. Il m'a dit, tu me donnes ta maison et moi je suis dans l'hôtel. Et puis on a fait un échange avec un acte notarié en disant et on avait estimé ma maison à tant de francs, parce que c'était pas les euros. Et puis l'hôtel, pareil. Et puis après, je me suis retrouvé à Gigin, tenir l'hôtel. Et ça m'a dégrossi, tu vois, ça m'a fait connaître un autre monde. Puis en plus, tous les samedis, il y avait des mariages, alors il y avait beaucoup de gens que je connaissais. Et ça m'a fait rentrer dans un autre monde du football. Et grâce à ça, après j'ai vendu l'hôtel. Je l'ai bien vendu par rapport à sa valeur, parce que c'est pas un peu un cacan dans les docks. Et voilà, puis j'ai vendu l'hôtel, et puis après je suis rentré de l'hôtel, je suis rentré chez à Nîmes Olympique, je suis rentré, c'était quand il y avait Bousquet. Mais avant Nîmes Olympique, j'avais l'hôtellerie des Remparts d'Aigues-Mortes, là, que j'avais acheté. Je l'ai gardé, je crois, 10 ans à peu près, 10 ans. Et d'un 3 étoiles, après c'est passé une 4 étoiles, et puis après je suis rentré alors. Et Jean Bousquet, il venait à l'hôtellerie des Remparts tous les jeudis. Tous les jeudis, il venait, il avait une table de coin comme ça, une table ronde. Il se mettait là, et là il avait la tour de Constance, là. Et tous les jeudis, il se mettait à sa place qui était réservée pour avoir la vue sur la tour de Constance, d'Aigues-Mortes. Et moi, il venait tous les jeudis. Il y avait son chauffeur que je connaissais bien, on avait sympathisé.
Et puis après, j'allais m'asseoir avec lui, on buvait le café ensemble avec Jean Bousset. Là. Mais tout le temps, il était là, ça me faisait vraiment plaisir. Et puis après, il y a eu. Je crois qu'il est bien malade en ce moment. Je crois, je suis pas sûr. Il me semble. Mais enfin, voilà. Donc après de ça, je suis rentré alors. J'ai eu la chance de connaître le vice-président de Nîmes qui s'appelait Jean Méreux. Il était patron de CITA. CITA, c'est une filiale de Suez pour les poubelles, pour les trucs comme ça. Et un jour, j'ai eu la chance, là aussi, qu'il m'a dit qu'est-ce que tu deviens maintenant. Mais j'ai dit, maintenant je vais aller au chômage parce que j'arrête tout là. Et puis il m'a dit, écoute, si tu veux, tu prends mon affaire. J'ai dit oui, en plus, certificat d'études en couleur, j'avais, en couleur. Hein. Parce que quand j'ai eu le certificat d'études, ma mère, c'était 1 franc. Et elle m'a dit, écoute, prends-le en couleur parce qu'on n'en verra plus. On ne verra plus le diplôme. Voilà, j'ai eu le certificat d'études en couleur. Et donc après je me suis retrouvé, là j'étais responsable j'étais chef de centre là, chez CITA, et CITA a été racheté par Suez. Et puis voilà, puis après j'ai fait des stages à Nice un peu de partout avec Suez. Je me suis bien démerdé, et puis voilà, puis après j'étais un peu responsable pratiquement de tout PACA. Et comme quoi, avec un certificat d'études, tu vois. Ça est bien sorti voilà. comme tu vois. Et je crois que le personnel, personne ne se plaignait de moi. Tu n'es pas bon. Si tu n'es pas bon, on ne te garde pas, hein, je veux dire. Mais là, je suis resté en cure. J'avais rajouté 1 an de plus, je voulais faire 2 ans de plus, puis après, après je ne l'ai pas fait. Autrement, je suis resté encore 2 ans de plus, avec des salaires qui étaient quand même beaucoup plus importantes que celles que j'avais au football. Ah oui, pour clôturer ce riche entretien, est-ce que tu ne trouves pas quand même injuste que tu sois un petit peu oublié du monde du football? Parce que comme je l'ai dit en ouverture d'entretien, tu fais quand même partie des 20 meilleurs buteurs de l'histoire de la première division. Tu l'as ce livre-là de l'équipe? Tu me le montreras après. Ouais, mais même au niveau médiatique, on n'entend plus trop parler de toi. Je trouve que c'est un peu injuste, moi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais ça avait ma fiancée le crier parce que elle me disait que je donnais pas assez de... Tu t'es pas assez mis en valeur. Voilà, complètement. Est-ce que tu penses que ça t'a coûté aussi des sélections et peut-être des plus grands clubs? Ouais, peut-être. Mais en fait, c'est... je sais pas, c'est-à-dire, tu sais, se mettre en valeur, il faut avoir le tempérament pour. Et moi, le tempérament que j'avais, c'était un tempérament de personne normale, hein. Mais enfin, je me suis jamais trop surclassé par rapport aux autres. Et ça m'a peut-être joué des tours, ça m'a peut-être manqué, peut-être. Et c'est vrai que la dernière fiancée que j'avais, c'est ce qu'elle me disait, puis elle avait raison de vous le dire, elle me disait, tu ne te donnes pas assez d'importance. Et je crois que c'est vrai. C'est possible. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais en fait, je ne regrette pas. Tu sais, quand tu as un tempérament, une personnalité, quand tu as ton tempérament, il ne faut pas aller essayer d'aller au-delà. Moi, j'ai vécu par rapport à ce que je pensais, et je crois que j'ai bien pensé. Après, c'est vrai qu'après, on te dit, j'aurais pu. Ah ouais, vite, moi, tu me dis, si tu me dis le dimanche les 5 chiffres du loto du samedi, je l'ai fait, hein, éventuellement. Quoi. Fait, bon, c'est exemple comme, enfin, moi, c'est comme ça. Et moi, en plus, ça m'a. Le védétariat, ça m'a jamais trop. Pourtant, j'ai joué à des grandes stars. Mais le védétariat, ça m'a jamais trop incité à dire je suis moi et moi et moi et moi. Non. Tu sais, moi, j'assume tout ce que j'ai fait à 1000%, puis en plus ce que j'ai fait, je crois l'avoir bien fait. Je crois que j'ai fait le métier de porte valeur, je crois que je l'ai bien fait. Et que après le reste pour moi, c'est la vantardise de dire moi, ça n'a jamais été mon truc. Mais c'est vrai que tu as des gens on parle davantage d'eux parce qu'ils sont meilleurs en dehors du terrain que sur le terrain. C'est ça. Et moi, par contre, c'était le contraire. Enfin, je regretterai. Très bien. Jackie, on va rester sur cette note plaisir. Positive. Ouais. Et voilà, ça a été un plaisir, comme j'ai dit au début, aussi. Une fierté de... Moi aussi, parce que tu sais, c'est des choses que j'en parle plus, pratiquement plus,
Et c'est vrai que là, tu me rappelles certains souvenirs qui sont... Ça va, j'étais assez bon que tu t'inquiétais un peu avant. Ça s'est bien passé. Prépare-toi, tu vas rentrer en deuxième mi-temps. Ça va. Jackie, grand merci. Mais écoute, À bientôt. ouais, mais avec un énorme plaisir. Merci à toi. Dis-moi. Tu vas le passer où ça? Je vais le diffuser sur la page Souvenirs de première division, là, il y avait la photo du président Bisson. Et la totalité, tu vas passer? Ouais, je mets tout, moi. Et je rajoute les photos un peu de partout. Ah, putain, ouais. Voilà. Comme ça, tout le monde saura ce que tu es devenu et connaîtra qui tu es s'il ne te connaissait pas à l'époque. Ouais, complètement. Voilà. Merci à toi.